Salut à tous, c'est Vin de Deeper. Bienvenue au Deepercast. On va parler de pêche, que vous soyez débutant ou plus avisé. On va parler un peu de Deeper. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en dessous. On y répondra soit sur les commentaires, soit au prochain numéro du Deepercast. Je vais laisser vous introduire les gars, mais j'ai Fred Julien, Tosh de Scarna Fishing et Younes Gonzalez. Fred, tu veux commencer peut-être une petite intro? Qu'est-ce que tu pêches et qui es-tu? Qu'est-ce que tu pêches? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te lie aussi à la pêche? Ce qui me lie à la pêche, c'est le poisson. Depuis tout le temps, c'est un animal qui m'a fasciné au point d'en faire mes études, puisque j'ai fait 6 années d'études en aquaculture, donc j'ai appris à l'élever, j'ai appris à sa biologie et c'était pour moi c'était une évidence, pas forcément uniquement de pêcheur, pas pour forcément l'attraper, mais pour comprendre cet animal. Et ma relation qui me lie à la pêche, c'est vraiment ça, c'est vraiment le poisson. Et par contre, contrairement à d'autres, je suis uniquement un pêcheur de carnassiers. Je n'ai jamais fait que ça et je n'ai jamais pêché que aux appâts artificiels. C'est-à-dire que j'ai toujours pêché, je suis un pêcheur de plastique et que j'ai utilisé la pêche à la mouche. Voilà, pour moi, c'est du leurre, c'est pareil. Les puristes vont crier au scandale, mais pour moi, une mouche, c'est vraiment quelque chose d'artificiel. Et quand j'ai pêché à la mouche, c'était mon truc. C'était quand on pouvait finalement arriver à vraiment leurrer avec quelque chose d'artificiel un animal sauvage. Et mon kiff aujourd'hui, c'est tout le temps ça. Ok. Sur le Carna, du coup, on a aussi Tosh qui est un peu plus, on va dire, justement, un peu moins que ciblé, on va dire, comme Fred. Ouais. Mais un intermédiaire, justement, entre. En termes de pêche pure et dure, déjà, je pêche depuis donc un peu moins longtemps que Fred, mais ça, c'est une question d'âge, même si on est. Pas plus, parce que sinon, je vais en prendre une. Mais je pêche depuis que je suis gamin aussi. Moi, de par ma région, je suis dans l'Aveyron. Et c'est une région où on a la chance de pouvoir pêcher de tout. On peut très bien trouver des superbes rivières à truites. On peut pêcher au cou, on peut pêcher tous les styles de pêche ici qui sont représentés. Et pour peu qu'on soit un peu intéressé, notamment c'était mon cas avec mes potes quand j'avais pour mes premiers coups de ligne, c'est parti direct dans tous les sens, donc pêche au cou, pêche de la truite, au toc, notamment à ruisseau. Et puis le carnassier est venu un peu plus tard, mais un peu comme Fred, une fois que j'ai commencé à capter le concept de leurre, je suis resté assez accroché à ça, quoi. Ça, c'est clair. J'ai rien contre les autres styles de pêche, même sur nos vidéos, parce qu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle Scarna Fishing, donc c'est pas mon nom de famille, hein, de Scarna Fishing. Et on est deux, il y a Canito que je salue chaleureusement. Et on a une chaîne donc depuis 6 ans sur YouTube. Et on est très très heureux et très fiers d'arriver bientôt à une centaine de milliers d'abonnés. Donc on est super contents de ça. Voilà. Bien joué les gars. Merci. Et dernier, on va dire un carpiste. Hein. Et ouais, hein. L'élément perturbateur, c'est ça. Mais moi, c'est la pêche, c'est c'est pas le même parcours que vous deux, c'est plutôt quelque chose qui est arrivé un peu plus tardivement. Alors je sais pas à quel âge pour vous avez commencé, mais moi j'ai commencé la pêche vraiment aux alentours de l'âge de 10 ans. Ça me passionnait depuis vraiment petit pourtant, hein. C'était quelque chose qui m'attirait vraiment et j'ai pu aller au bord de l'eau qu'à l'âge de 10 ans quand mes parents sont séparés. Comme mon père est obligé de s'occuper de moi un week-end sur 2, mais j'ai réussi à avoir gain de cause et à le ramener au bord de l'eau. Et j'ai appris de toute façon autodidacte, mais rapidement, ce qui m'a plu, c'est le poisson blanc. C'est-à-dire la pêche à l'anglaise, la pêche au cou. J'étais fan de Jean Dusquet quand j'étais petit. Je regardais toutes ces vidéos Sensas et quand je voyais tout ce matériel et tout ça, ça me branchait grave, quoi. Et alors je suis venu à la carpe mais bien plus tard, c'est-à-dire que la carpe ça a été plutôt parce que j'ai fait une grosse pause halieutique à partir de l'adolescence où j'étais plutôt dans la musique et je pêchais de façon occasionnelle, c'était souvent des pêches à l'anglaise
J'ai aussi très légèrement pêché au toc pendant une période de ma vie où je vivais dans une région qui s'y prêtait bien, dans le Tarn, sur des petits villages qui s'appellent la Crouzette, au-dessus de Castres et tout ça, où il y a beaucoup de petits ruisseaux. Donc là, je me suis formé sur les pêches au toc et un petit peu à la mouche, mais très court à la mouche. Et par contre, la carpe, j'y suis venu que à la fin de ma pseudo-carrière régionale musicale. Et c'est là où je me suis mis vraiment, je me suis remis à la pêche. J'ai retouché un peu à toutes les pêches pendant quelques mois. Mais comme là, bon, voilà, j'étais majeur, j'avais des moyens financiers qui étaient plus importants. J'ai pu m'investir dans la pêche à la carpe. Donc, on vient de sortir un peu d'une crise. Donc, qu'est-ce que ça a changé pour vous cet été-là? J'imagine que déjà c'est l'été, donc on essaye de pousser un petit peu la pêche. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé dans vos habitudes de pêche? J'imagine aussi, par exemple, par rapport peut-être à certains d'entre vous, voyager, vous pêchez plus proche de chez vous, peut-être. Donc, qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes ou qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné justement que vous avez peut-être dû adapter à vos pêches? Moi, enfin personnellement, concernant la carpe, je pensais que ça allait avoir un gros impact vis-à-vis du fait que contrairement aux leuristes, on amorce beaucoup, on met beaucoup de nourriture dans l'eau qui selon les zones, si c'est des zones qui sont plus ou moins pêchées de façon régulière par les carpistes, ça peut avoir un lourd impact sur les poissons. C'est-à-dire cette absence de nourriture, artificielle, parce que ça reste, même si c'est des appâts naturels, c'est pas, les bouillettes ne poussent pas au fond de l'eau, hein. Donc ni le maïs. Donc même si on essaye d'avoir des appâts les plus naturels possibles avec des compositions, des farines, d'écrevisses, de poissons, des farines végétales, ça reste quand même artificiel. Et donc je pensais justement qu'on allait avoir un gros impact sur justement sur les poissons, et soit faire des cartons ou au contraire retrouver des poissons rachitiques. Et c'est en lisant justement un article il y a quelques jours que ça m'a rassuré ça m'a rassuré. Un article d'un ami à moi qui habite vers Saint-Cassien, un lac que vous devez connaître peut-être de nom. En tout cas, chez les carpistes, on appelle ça la Mecque du carpiste, parce que c'est vraiment un lac qui a fait son bruit, qui a fait du bruit dans le niveau de la carpe. Et justement, c'est un bon, parce que depuis que la pêche de nuit en 2013 a été arrêtée sur ce lac, c'est ce qu'il expliquait dans son article, c'est que le poisson, il n'y a jamais eu autant de gros poissons. Et pourtant, il n'y a jamais eu aussi peu d'appâts dans l'eau. C'est que le poisson, petit à petit, est revenu sur les nourritures naturelles. Et moi, je pense que ça a fait du bien, en tout cas, pour notre espèce de poisson qui est la carpe. Je pense que ça lui a fait du bien. Et je pense que ça va être certainement beaucoup plus difficile de faire du fish. Même si c'est que quelques mois, ça a pu avoir son impact. Ça a pu avoir son impact. C'est ça, les gars, les autres au Carnat aussi, ce changement d'habitude au niveau du poisson? Pas au niveau du comportement du poisson. Nous, quelque part, pour le carnassier, du moins, enfin, Fred dira, mais pour nous, ça n'a pas changé grand-chose dans le fait où, de toute façon, il ouvrait que début mai. Donc, on a eu 10 jours, si tu veux, de décalage par rapport à comment on pêche d'habitude. Pour la truite, par contre, énormément, parce que toute l'ouverture truite a été complètement décalée. Donc, on a commencé vraiment à pêcher la truite qu'à partir du 11 mai. Donc, si tu veux, ça a décalé un peu tous nos projets de pêche. Et on se rend compte, par contre, que la saison de truite est plutôt, chez nous, favorable, voire très favorable. On fait encore des poissons avec les chaleurs qu'il fait là. Là où, normalement, on arrête de la pêcher au mois de mai, juin, on arrête de la pêcher. Et nous, on a des rivières qui se portent très très bien. Alors, ça n'a rien à voir avec le coronavirus. Mais à l'heure actuelle, on a quand même des rivières où il y a beaucoup d'eau. Beaucoup. Il y a de l'eau. Chez nous, il y a de l'eau. Je pense que c'est le cas dans pas mal de départements à côté. On a eu une crue, ce qui arrive jamais au mois de juin, une très très grosse crue, en tout cas ici sur Millau, qui a nettoyé complètement la rivière. Donc là, si tu veux, à l'heure où je te parle, c'est très bizarre pour nous parce qu'il fait 30-35 degrés. Et la rivière, il y a de l'eau partout et tout est nettoyé, si tu veux. Donc, normalement, à cette époque-là, il y a les herbiers qui sont complètement en train de crever, tu vois. L'eau est vraiment... les habitats sont vraiment réduits à néant, quoi, il n'y a plus rien. Et là, on arrive on ne sait pas trop comment... J'avoue, on est un peu perdu, là. Tu vois, demain, on va pêcher et on va sur un spot qu'on connaît bien d'habitude où il y a un immense herbier qui, normalement, à cette période-là, est censé être complètement crevé. Et puis, donc, les poissons, à part des chevennes, il y a les poissons désertes.
Et demain, on va y aller pour voir un petit peu si cet herbier qui a été nettoyé a repoussé peut-être depuis et peut-être que les brochets seront toujours là. Enfin, on va voir. C'est intéressant justement d'avoir ce. C'est pour ça, demain, on y va, on va tenter un truc là. On va tenter, on va voir. Et toi, Fred, ça doit être un peu, c'est aussi un changement parce que d'habitude, tu es un peu un baroudeur. Et là, ça. Oui, alors, il se trouve que, au final, avec mon changement d'activité, puisque je rejoins l'équipe Navicom l'an dernier, j'allais aussi chambouler moi-même mes destinations de pêche, puisque l'objectif, c'est de pêcher un peu plus en France, même si je continue toujours à voyager. Et au final, on a voyagé juste avant le Covid. On a aussi revoyagé en Hollande juste après. Donc, j'ai continué les voyages au final dès que l'on a pu. Dès que l'on a pu, ça nous a juste impacté un tout petit peu pour le moment. Mais par contre, en France, comme j'ai pas de repères, je vois pas vraiment de différence. Je pense que, comme le disait Tosh, c'est pas pour le carnassier en tout cas, il n'y a pas eu de gros changements, excepté pour la truite qui a été plus peinarde pendant plus longtemps. Après, la situation hydrographique, elle est différente un peu partout. Ici en Bretagne, les étiages sont bien là, d'ores et déjà, notamment sur les petits ruisseaux. Je le vois à côté de chez moi. Et là, en ce moment, je découvre des lacs comme Guerlédan. Et c'est vrai que la pêche, elle reste dure. Il n'y a pas vraiment de répit. Les brochets sont là pendant des courtes périodes d'activité. Les sambres, pas beaucoup de gens en prennent a priori. Et moi, je me concentre déjà sur les tournages de perche pro. Donc, c'est je suis plus en mode perche d'ores et déjà, même si je suis en France. Mais pour garder les automatismes, donc je fais de la perche et j'essaye de pêcher avec des techniques avec lesquelles j'avais un peu délaissé, peut-être comme le crankbait ou autre. Mais Fred, mais moi en fait le changement il vient plutôt de mes objectifs en fait. mais il y a peut-être aussi, je pense que en fait, je sais pas si c'est le même cas, enfin vous et moi, mais c'est que je pense qu'on est un peu des pêcheurs qui allons pas forcément où tout le monde va s'entasser. C'est-à-dire où il y a tous les hotspots de pêcheurs au Carnat, où ils sont 15-20 bateaux sur l'eau. Je pense que vous les fuyez un peu comme moi, les lacs où il y a 20 tentes installées autour du plan d'eau, quoi. Et si c'est le cas, on peut pas vraiment trop se rendre compte de changements au point de vue pêche, à part ce que Tosh a expliqué, dans le sens où moi je pêche pas vraiment les endroits où tous les carpistes vont. Donc forcément, le poisson, ça n'a pas trop eu d'impact pour lui. Par contre, c'est vrai que sur un lieu qui est matraqué toute l'année, je pense que ces pêcheurs-là qui voient l'avant et l'après verront peut-être de petits changements. Mais faut pas oublier que ça a été 3-4 mois. C'est pas vraiment grand-chose sur. C'est exactement ça. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, si tu veux, ça a juste modifié l'effet ouverture. C'est-à-dire que les poissons. Les poissons, quand tu les laisses peinards quelque part, et quels que soient les poissons, s'il y avait des fermetures sur la carpe, il y aurait le même type de phénomène. Là, on a laissé les peinards les poissons un chouille plus, voire beaucoup plus pour la truite. Et donc, on retrouve, finalement, il y a une première appréhension des poissons face aux pêcheurs après la première ouverture, puis de nouveau une fermeture. Donc de nouveau un coup d'ouverture finalement, même si je pêche pas la truite, j'imagine que c'est comme ça. Et si ça avait été le cas pour le brochet, typiquement on aurait eu ça. C'est-à-dire que là on a un peu effrayé les poissons, laissé tranquille de nouveau, ils baissent la garde et de nouveau hop on les repêche. En fait il y a eu un double effet. Et c'est vrai que là moi je pêche des spots qui sont vraiment publics. Guerlédan, il y a plein de bateaux quasiment tous les jours. Les gars n'ont pas eu trop de réussite, mais pour moi, ça n'a pas vraiment changé quoi que ce soit en termes de pêche. C'est une année tout à fait normale. Ce qui va nous impacter le plus, comme chaque année de plus en plus, c'est les régimes hydrographiques. C'est le régime hydrologique de nos rivières, quoi. C'est savoir si on va avoir de l'eau ou pas.
Tu parlais, Fred, justement d'habitude par rapport à Perche Pro, d'habitude de pêche. Juste, question qui est revenue aussi, c'est par rapport à pêcheurs expérimentés. Vous pouvez chacun d'entre vous donner vos tips, justement, les erreurs à pas faire pour les débutants. Parce que avec l'été et justement avec le confinement, on a vu, enfin nous du moins chez Tipper, on a vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux pêcheurs débutants parce qu'ils veulent être dehors et profiter de l'air frais. Est-ce que vous avez des tips, comment on dit en français, des tips? Des conseils. Des conseils, merci. Des conseils pour les nouveaux pêcheurs, des astuces. Ou des choses à pas faire justement, vraiment à pas faire. Il y en a plein. Il y a plein de. Ouais, j'imagine, mais qu'est-ce qui te vient en tête Moi, globalement, je vais parler en fonction des très nombreux commentaires qu'on reçoit depuis maintenant presque 6 ans avec la chaîne. Globalement, on essaye de lutter. À chaque fois que j'ai un jeune pêcheur, et encore c'était le cas avec un de mes neveux là, que j'ai amené pour la première fois à la pêche. Je ne sais pas si c'est générationnel ou quoi, mais globalement, un pêcheur débutant, de base, voudra du résultat en général un peu trop rapidement à mon goût. Quoi, tu vois. En général, on se retrouve face à un fait, et c'est un peu le côté, peut-être un petit côté négatif de ce qu'on fait nous sur YouTube, tout ça, c'est que forcément on fait des vidéos. Dans nos vidéos, on fait en sorte qu'il y ait du poisson. Et les mecs nous voient prendre des poissons à peu près régulièrement, quoi, voire à chaque fois qu'on sort. Et on essaye vraiment, nous, de dire le plus régulièrement possible et voire de monter des vidéos où on se loupe un petit peu, où c'est dur. Et si j'ai un conseil à donner à un jeune pêcheur, c'est attends-toi à ce que ce soit difficile, mais ta première prise sera d'autant plus belle, si tu veux, si tu as un peu lutté pour l'avoir, quoi. Parce que ils peuvent venir en Lituanie pour voir. Je ne connais pas la Lituanie, mais voilà. En gros, voilà, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui achètent du matos rapidement, qui savent techniquement qu'ils sont en place. C'est parce qu'avec les réseaux, maintenant, ça va vite. Hein. On sait comment pêcher, on sait qu'est-ce qu'il faudrait acheter, tout ça. Et quand ils arrivent au bord de l'eau, ils ont l'impression qu'il faut jeter 3 fois. Et au bout d'une journée de pêche où ils font pas un poisson, ils rentrent, ils écrivent un message et puis ils nous disent comment ça se fait que j'ai pas pris de poisson. C'est juste ça qu'il faudrait recadrer, c'est-à-dire que la pêche, et surtout malheureusement dans certains pays, c'est pas si simple, mais c'est ce qui fait que ça devient vite énorme quand ça marche. Quoi. Voilà. C'est un complément. Je dirais que votre pire ennemi, c'est vos meilleurs souvenirs. Ouais. Et méfiez-vous de vos meilleurs souvenirs tout le temps, parce qu'en fait, c'est ceux qui vont à chaque fois vous rediriger vers quelque chose dans lequel vous avez confiance. Et vous pardonnerez à ce leurre ou à cet appât pendant des heures et des heures et des heures de capot, alors que tout d'un coup, quelque chose que vous allez essayer et qui pourrait marcher en fonction des conditions, vous n'allez pas lui donner la même chance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque fois, vous vous dites « Ah oui, mais ce leurre de cette couleur ou de cette marque, et trop souvent de cette marque, vous allez dire « Ouais, mais c'est celui-là, j'ai confiance. » Mais en fait, si vous calculez le nombre d'heures entre chaque prise et que vous faites cette statistique-là pour connaître l'efficacité de votre leurre, vous verrez souvent qu'en fait, vous pêchez avec le même leurre, mais vous lui laissez tellement de temps sans prendre de poisson, simplement parce qu'il vous a rapporté peut-être le plus gros poisson de votre vie, et qu'à chaque fois, vous vous dites, mais c'est celui-là, et je m'en rappelle, et je m'en rappellerai encore. Et vous lui donnez tellement de temps dans l'eau qu'effectivement, il va attraper plus de poissons. Mais en termes de ratio, en nombre de poissons pris par heure, eh bien, au final, il n'est pas meilleur qu'un autre. Et au contraire, chaque fois que vous avez des pics d'activité, vous devriez ouvrir votre boîte et dire, bon, ben, ça marche. Est-ce que j'essaye quelque chose d'autre ? J'essaye quelque chose d'autre. Ah, tiens, ça marche. Et là, tout d'un coup, votre confiance, elle va augmenter sur une quantité, en fait, d'options. Vous allez pouvoir la prochaine fois choisir plusieurs couleurs et vous n'êtes pas créancé à une seule couleur. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment super important. Et surtout maintenant, dans un monde où on est vraiment en train de beaucoup pousser les produits et autres, c'est bien, les produits sont bien faits globalement, mais des fois, avec
un seul produit, on n'a pas la réponse à une situation donnée au bord de l'eau. Et c'est la diversité de votre boîte, de la quantité de couleurs. Par exemple, sur un crankbait, prenez moi je prends jamais un seul crankbait. Donc des fois, je préfère prendre un crankbait un chouille moins cher, mais avoir une ou deux couleurs de plus au final, parce que ça va me permettre de couvrir plusieurs situations différentes. C'est un peu ce que tu as eu, Younes, aux États-Unis, justement. T'adapter à des situations complètement différentes. Enfin, pour ceux qui ont vu le film, mais c'est que, en fait, oui, tout à fait, parce que dans la pêche à la carpe, c'est un petit peu comme pour vous dans le leurre. Enfin, je pense qu'en plus, c'est encore plus large vis-à-vis de la carpe, c'est qu'on a énormément de disciplines dans la discipline. C'est-à-dire qu'une pêche en canal, c'est pas une pêche en rivière. Une pêche en rivière, ça, c'est totalement différent qu'une pêche en lac. Mais c'est vraiment, c'est pas seulement quelques petits paramètres qui changent. C'est énormément de choses à prendre en considération. Une rivière peut pêcher, pas pêcher, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, bon, déjà, pour ce que a dit Tosh et ce que a dit Fred, ça s'applique aussi à la carpe. Hein. Ne pas espérer de suite les gros poissons de 20 kilos qui tombent dans vos bras. J'ai eu la chance que ça m'arrive, mais je sais qu'il y a énormément de pêcheurs qui ont mis des fois 20 ans avant de tomber sur un poisson de ce gabarit-là. Moi, c'est le poisson qui m'a rentré dans la pêche à la carpe. C'est-à-dire, quand j'ai acheté mon matériel, la première session, j'ai un poisson de 20 kilos qui est tombé dans mes bras, mais ça, c'est très rare. Une vidéo des grands pêcheurs de ce monde, mais t'as vu que le meilleur, parce que si tu voyais pendant 3 heures qui fait pas un fiche, il faut prendre en considération que le film qu'il est en train de tourner, des fois, il a été tourné sur une semaine. Et tout ça, c'est réduit en 1 heure. Donc, il te montre les petits passages où ils ont galéré, mais le 3/4 du temps, c'est le résultat qu'on voit, qui nous donne l'adrénaline, qui nous donne envie de regarder le film. Mais au bord de l'eau, ça se passe pas comme ça. Donc, forcément, ce que disait Tosh était très juste. Donc ça, c'est le premier conseil, il est très bon. Le deuxième conseil de Fred, c'est la même chose pour nous. C'est qu'il y a des appâts à la mode pendant un moment. Il y a des choses qui ont marché. Tu as vu que ça a marché là-bas. Mais c'est pas dit. Parce que le même produit, si tu l'as, ce même appât, en fait, s'il est utilisé, en rivière, il va cartonner, et tu vas l'utiliser un appât carné, par exemple, avec beaucoup de farine de poisson, enfin carné, tout ce qui est à base, on va dire, de viande, ça englobe les farines de poisson, les extraits de foie, toutes ces choses-là. Tu vas aller dans un lac, dans un canal qui est bourré de poissons-chats, bourré d'écrevisses, mais ça va pas pêcher une demi-heure, t'en as pas. Donc c'est vraiment peut-être, dans un premier temps, le conseil que je peux dire, c'est pour les pêcheurs à la carpe, c'est d'étudier un peu les appâts, peut-être se diriger plutôt vers les graines dans les premiers temps. C'est ce qui fait le poisson le plus vite, surtout en cette période de l'année. Et si c'est la carpe qui t'intéresse, enfin moi, il n'y a que sur la carpe que je pourrais te conseiller, c'est de savoir qu'on est en été, que c'est un poisson qui se pêche déjà tout le restant de l'année, plutôt la nuit. C'est pour ça qu'on a cette faveur, que c'est la seule espèce de poisson qu'on peut pêcher la nuit en France, en eau douce, je veux dire. Et donc, plutôt privilégier les pêches de nuit. Parce que le poisson que tu vas voir en surface, en maraude en journée, c'est le poisson qui le soir va descendre et peut-être s'alimenter sur les fonds. Et une dernière petite astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est juste miser sur les endroits oxygénés. Après une écluse, après quelques rochers en rivière qui génèrent un remous qui fait de l'eau, certains lacs qui sont plutôt de profondeur importante. Comme ça, il y a un peu plus les eaux ne surchauffent pas trop vite. Et si tu pêches de nuit, peut-être éviter les endroits où il y a trop d'herbiers. Parce qu'il faut savoir que la journée, ça produit de l'oxygène, mais la nuit, ça produit à contrario du dioxyde. Donc, ça peut être des zones désertées par les poissons. Sinon, dans vos pêches, on va parler un peu du dipper. Vous l'utilisez comment? Parce que j'imagine que vous avez une utilisation un peu tous différente. Déjà, rien que par rapport à vos types de pêche, mais en général, quelle est votre utilisation principale du dipper? Écoute, nous, les gens qui regardent nos vidéos le voient, le dipper quasiment exclusivement quand on pêche en flotte tube, ce qui arrive assez régulièrement, parce que c'est une pêche qu'on aime bien. C'est un peu un entre-deux, entre la pêche du bord et la pêche en bateau. C'est qu'on a la chance de pouvoir pêcher un peu avec tous les modes de pêche. Et le flotte tube, pour moi, c'est une pêche que j'adore, parce que vraiment, on est immergé dans le milieu, enfin immergé.
on évite d'être trop immergé quand même, mais on essaie d'être vraiment sur les petits biotopes. Là, c'est vraiment sympa quand on peut accéder à des endroits où on peut pas aller en bateau ou quoi. Et alors, en toute honnêteté, avant de connaître Deeper, j'utilisais un écran, un 5, 6, 7 pouces. Mais honnêtement, ça m'a très très vite saoulé parce que pour moi, le float tube, c'est l'expédition, quoi. C'est-à-dire, je le prends souvent, maintenant, je le prends quasiment tout le temps sur le dos avec mes bretelles et je marche toujours 1 kilomètre, 2, 3. J'aime bien le float tube pour ça. Et il était hors de question de continuer à porter une batterie, un truc supplémentaire, une boîte, des câbles, une sonde externe. Enfin, tu vois, c'était plus raccord avec mon idée du float tube, si tu veux. Et donc le Deeper, donc en flotte, ça, bah voilà, c'est déjà c'est pour le côté pratique. Et en toute honnêteté, franchement, avant de l'essayer, je m'imaginais mal que ça pouvait être aussi puissant qu'un éco-sondeur classique. Mais je me trompais. Là, vraiment, honnêtement, je m'éclate avec. Et je crois, j'espère, mais je suis quasiment sûr que ça a sauvé quelques-unes de mes sessions, surtout il n'y a pas longtemps. Là. Voilà. Notamment sur des sessions qui partent compliquées et où un peu de recherche font qu'on arrive à débloquer très vite la situation avec un petit coup de sondeur. Voilà. Toi, Fred Moi, je crois que j'ai découvert le Deeper aussi en float tube. Et en fait, c'était cette fois-là, je tournais avec Canal Gratis et je partais faire la promo des float tube Gunky. Sauf qu'en fait, ni le caméraman de l'époque, ni mon équipier ne faisait du float tube. Donc, on partait totalement à la découverte. Ils connaissaient pas du tout les endroits et l'idée, c'était d'aller justement dans les endroits complètement reculés, sans aucune information. Et j'avais pris l'avion avec 2 float tubes dans les bagages. Donc, déjà, t'imagines bien le merdier. Et c'était hors de question de prendre même un petit sondeur, une batterie supplémentaire, etc. Donc le seul sondeur que j'avais à disposition, c'était le Deeper, et je me suis fait les dents avec. Et immédiatement, en fait, j'ai retrouvé mes marques. C'était assez rigolo parce que j'utilisais les sondeurs et en fait, je revoyais les échos, etc. Hop, et j'ai fait la plus grosse perche ce jour-là. Grâce au Deeper, parce qu'en fait, je vois en passant, hop, je vois un gros écho de perche. Je lance derrière, j'anime, boum, elle est pendue et c'est une perche de 45 plus, je crois, c'est de mémoire, mais voilà, je fais la plus grosse perche du séjour comme ça. Et très honnêtement, si j'avais pas eu le Deeper sur cette expédition, j'aurais pas pêché les cassures proprement. Je me rappelle avoir beaucoup de vent ce jour-là, m'ancrer avec une corde sur des roselières, laisser partir, se mettre à poste et en fait pêcher le long de la cassure parce qu'avec le Deeper, j'avais repéré la cassure. Et tu vois, et encore maintenant, alors que j'ai accès à d'autres sondeurs, ça fait partie, c'est la petite boule que j'ai sous le siège de ma voiture. Et si je pars notamment en street, à pied, là c'est quasiment systématique, ça finit dans ma boîte à pêche. Et à un moment donné, je vais essayer de comprendre un poste avec le sondeur parce que je vais pas forcément rechercher le poisson, mais je vais vraiment chercher l'information sur la tenue, où il peut se tenir en street. Je vais chercher, je vais voir des veines de courant et je vais chercher à comprendre si j'ai des obstacles, si j'ai des cassures, etc. Et le Deeper, en fait, m'accompagne vraiment beaucoup avec ça. Et surtout, il fabrique la carto, ce que beaucoup de petits sondeurs ne font pas quand on serre les prix. Et finalement, j'ai aussi cette mémoire-là. Et ça, j'adore. Parce que la carto, c'est vraiment quelque chose qui te permet de revenir sur ta session de pêche et de te dire la prochaine fois où tu y vas, peut-être 1 an ou 2 ans après, si tu n'y es pas retourné, ben tiens, et là, t'as pas besoin de chercher un fichier ou de chercher un truc, c'est t'es localisé avec ton GPS et à cet endroit-là, si tu as lancé 20 fois il y a 2 ans, ta cassure elle est bien dessinée et tu te la remémores immédiatement.
En parlant de carto, avant que je passe la parole à Younes, on a rajouté les points d'intérêt. Donc sur l'app, maintenant, vous pouvez tous ajouter vos points d'intérêt avec les coordonnées. Donc vous pouvez facilement retourner sur un endroit, justement, si tu parles de il y a 2 ans ou quelque chose. Mais de toute façon, ça revient un peu à ce que Tosh a dit. Faudra quand même voir si les changements du lac, enfin, s'il n'y a pas eu de changement. Donc, même si vous enregistrez, il y a toujours ce côté analyse, même si c'est pas mais ça rend pas les choses complètement faciles. Tu n'auras pas le même poisson au même endroit à la même heure, en gros. Ouais. Surtout un lac de barrage. Là, Fred, il est sur Gare-les-Dents. Encore, ça doit être encore plus. Je sais pas combien d'hectares fait Gare-les-Dents, mais ça doit être à peu près la même chose chez nous. J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est des lacs qui sont pas forcément clairs, c'est des eaux sombres, etc. Donc, si tu pêches du bord, tu as zéro information, quoi. Donc, et là, tu vois, les perches en ce moment, elles sont réactives. Et c'est vrai que quelqu'un qui pêche du bord, il y a plein de chemins de trek autour du lac qui te permettent de pêcher du bord, tu vois, sur des pointes ou entre des bosquets là. C'est pas facile, mais c'est un peu physique, mais c'est une pêche qui est agréable. Et le dipper va te permettre de vraiment prospecter ta pointe, voir de quel côté sont les poissons et de voir de quelle manière ta pointe elle tombe, et ça va aussi te sauver des leurres. C'est-à-dire que suivant comment est ta cassure, tu vas la pêcher dans un sens ou dans un autre, et dans un sens, tu vas t'accrocher quasiment systématiquement. Donc oui, pour moi, c'est vraiment un super petit outil que j'amène partout, et Dieu sait si les gros sondeurs, j'en ai sur les bateaux, mais ça tient le pavé quand même en termes d'information. C'est autre chose, hein. C'est sûr que sur les bateaux, on a d'autres outils, hein, notamment, tu les connais aussi. Nous, on les découvre un peu plus que toi, mais c'est complémentaire, quoi. Le dipper, c'est quelque chose de, surtout après en termes d'utilisation, tu vois, en ce moment, c'est vrai qu'il y a, enfin, je sais pas vous, mais nous, on a vraiment en flotte tube, on pêche toute l'année. On n'est pas trop frileux, donc on peut. Et puis on habite quand même dans le sud de la France, donc on a quand même la chance de pouvoir sortir le flotte tube en décembre, même toute la saison. Mais donc par contre, on l'utilise de deux manières différentes. C'est-à-dire la première, là en ce moment, techniquement, c'est vraiment pour le repérage, la carto, le placement, parce que les poissons sont tellement éclatés, si tu veux, dans les lacs. On a des poissons là en ce moment, par exemple, si tu prends le lac du Salagou, tu as du poisson entre 5 et 15 mètres. Si tu veux. Il n'y a pas de concentration, si tu veux, c'est partout. Donc je m'en sers plus moi pour me placer. Tu vois. Quand je veux faire de la perche, je vais sur un plateau un peu loin là, et je sais que ça concentre des perches où il y a du rocher. Par contre, en hiver, ce que je vais faire, c'est l'inverse. C'est que je vais chercher le poisson. Je vais pas chercher je vais pas me servir de la carte. Je vais me servir de la détection du 2D, quoi, de la sonde primaire, quoi. Je sais pas si on peut l'appeler comme ça sur le dipper, je sais pas comment c'est fichu dedans, mais je me sers de la détection pure et dure de bancs de poissons, quoi. Mais ça, c'est plus l'hiver, où je vais passer, sur un mode plus précis, le high shear, pour le nommer, ceux qui connaissent, où là, je vais vraiment pêcher plus profond et je vais chercher les poissons. Mais là tout de suite, là, je m'en sers que pour les structures et me placer, quoi. Mais ça quand même vachement. Voilà. Younes, complètement différent, j'imagine, comme utilisation. Ouais, tout à fait. Enfin, différent, oui et non. Moi, je vais pas trop chercher le poisson. Nous, c'est une pêche qui est vraiment quand même axée à 80%. Alors, il y a toujours des techniques, des méthodes qui peuvent pêcher entre deux eaux la quart ou en surface, mais 80%, c'est une pêche de fond. Donc, nous, c'est vraiment tout ce qui est information sur uniquement des fonds qui nous intéressent à 90%. Donc, présence d'herbiers, obstacles, type de fond, cassure, tout ça, c'est des choses qui vont, tout ce qui peut appeler à éviter la nourriture naturelle, on va dire, va être interprété pour nous comme des zones où les carpes doivent peut-être à des moments s'alimenter sur ce type de fond en question. Mais le dipper, moi, vraiment, ce qui m'a sauté aux yeux dès le début, même avant que je travaille avec vous, c'était quand j'ai vu ce produit-là, je me suis dit, ah non, mais c'est ce qui manquait, en fait. C'est ce qui manquait pour le repérage. Parce que le problème qu'on a bien souvent, nous les carpistes, c'est qu'on va pêcher sur des endroits où on sait qu'un tel a fait du poisson, qu'un tel a fait ci, a fait ça. Et ça, c'est une erreur aussi qu'on fait en tant que débutant. C'est qu'on va là où on prend, on va dire, on prend pas de risque.
on rêve tous de faire un poisson que les carpistes n'auraient jamais vu. On rêve tous de ça, mais on se donne pas les moyens. Et en fait, le dipper, quand j'ai vu ce produit arriver, mais je me suis dit c'est magique. Tous les pièves de canal que je vois en semaine quand je me balade pour faire des devis, parce que moi je fais beaucoup de voitures pour mon entreprise où je pars faire des devis, donc je passe sur des ponts, je vois des barrages, je vois des petites gravières, et je me suis dit mais si j'ai ça dans ma boîte à gants, avec même une petite canne télescopique, je peux écosonder toutes ces zones et avoir toutes les informations importantes. Quelle est la température de l'eau, qu'est-ce qu'il y a sous la surface, est-ce qu'il y a des herbiers, parce que combien de fois ça m'est arrivé aussi de vouloir partir à l'aventure, arriver sur le secteur, lancer une fois, paf, accrocher, 2 fois accrocher, 3 fois accrocher. Et au final, tu vois que tu pêches sur des arbres, quoi. Donc, je parle pour les pêches du bord, hein. Je parle pour les pêches du bord. Et du coup, le dipper, ça permet en fait de dégrossir énormément de zones et avant d'aller les pêcher. Ça veut dire en mode découverte, c'est un partenaire idéal que il y a avant l'existence du dipper, ben, on était obligé à chaque fois de gonfler un bateau et partir en repérage de cette façon. C'est pas partout que c'est autorisé. Il y a plein d'endroits qui sont interdits à la navigation. Ça, faut pas l'oublier. Et puis, moi, je suis un peu fainéant. Me taper le gonflage et le dégonflage d'un bateau à chaque fois pour aller repérer, ben, je suis sûr que le temps que j'ai accordé ces dernières années avec le dipper au repérage, j'en aurais pas fait 50% si je devais à chaque fois dégonfler et gonfler un bateau. On a aussi la possibilité de le mettre sur un bateau amorceur. Donc pour nous les carpistes, c'est pas mal. Alors il faut bien sûr faire attention si le bateau amorceur a un protocole radio qui ne vient pas brouiller le Wi-Fi. Mais ça, c'est indépendant de la. Enfin, c'est pas. C'est vraiment. Le dipper n'est pas fait pour ça. C'est juste une option possible. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis pour voyager, comme disait Fred, moi je suis parti au Maroc à 2 reprises, aux États-Unis à 2 reprises. Et je prévois d'y retourner cette année s'ils réouvrent les frontières. Et c'est le dipper qui m'accompagnera. Parce que en termes de retour comme Fred, ben moi je travaille avec Navicom, donc forcément j'ai accès aussi à des gros écrans, à des gros dippers, à des gros échosondeurs qui permettent de rentrer dans des paramètres qui sont très détaillés. Mais comme le week-end dernier, j'étais en pêche sur une île où je pêchais 2 cannes de chaque côté. J'avais 2 bateaux parce que justement j'avais transporté pas mal de matériel. Et n'ayant pas 2 gros échosondeurs, ben, j'ai mis le dipper sur l'un, mon gros écho sur l'autre. Et au final, ça m'a permis d'avoir toutes les informations nécessaires. Je pêchais à proximité d'herbier, le dipper me permettait de trouver exactement où déposer. Et vraiment, même pas pour confirmer, parce que je sais déjà que c'est précis, dipper. Mais derrière, je suis allé plonger pour faire des petites stories, pour montrer mon spot aux gens qui me suivent sur Instagram. Et vraiment, les informations que j'avais eues au dipper, mais quand je suis allé voir, c'était exactement celles que j'avais vues sur l'écran en étant avec mon masque au fond de l'eau. Ouais, c'est vraiment un produit, mais vraiment le point fort du dipper, pour moi en tant que carpiste, ça a été le repérage. L'avoir tout le temps avec soi et pour pouvoir découvrir de nouvelles eaux de façon autodidacte. C'est ça qui m'a le plus plu dès le début. On va passer aux questions de nos utilisateurs. Donc, il y a d'ailleurs des questions que vous avez déjà à peu près répondues. Et donc, je vais passer. La première, c'est pour toi, Younes. Justement, il y a Alexandre qui demande je viens d'acheter un dipper et un bras pour mettre sur mon bateau amorceur. Le dipper fonctionne, mais à 20 mètres du bord, j'ai tendance à. Enfin, ça s'arrête. Donc, tu parlais justement de fréquence. 2 options. Alors, 2 options possibles. Le bras, si tu as acheté les bras de dernière génération, normalement, il ne devrait pas rentrer sous l'eau. Mais ça dépend aussi comment tu as réglé ton bras. C'est-à-dire que le dipper, si il ne reste pas constamment à la surface, je veux dire, même s'il rentre de quelques centimètres sous l'eau, mais tu as la Wi-Fi qui est coupée. Parce que la Wi-Fi ne passe pas à travers l'eau. Donc ça peut être... Au début, les gens, quand ils utilisaient le dipper avec la première génération de bras, ils avaient ce problème. C'est qu'ils avaient des déconnexions parce qu'ils avaient mal réglé le bras et le dipper rentrait sous l'eau. Ça, c'est le premier problème qu'il peut y avoir. Le deuxième problème, c'est ce que je disais, c'est les protocoles radio. Il y a certains protocoles radio de télécommande qui brouillent le signal Wi-Fi. Et ça, c'est pas uniquement sur les bateaux amorceurs. J'ai eu, par exemple, un micro-cravate qui travaille avec, pareil, avec un protocole radio, parce que c'est un micro-cravate sans fil, qui brouillait le Wi-Fi. Donc ça, malheureusement, tu n'as pas d'autre solution que
peut-être aller voir les modélistes, voilà, ceux qui font tout ce qui est bateau télécommandé, avion télécommandé, et voir avec eux si tu peux pas changer ton signal radio ou s'il te faut pas changer de télécommande. J'ai une autre question intéressante de David qui me demande comment savoir quel type de poisson je vois sur mon écran et quelle est sa taille. J'imagine que c'est pas une question d'ailleurs que vous avez qu'on a que chez Deeper. C'est une question générale sur les sondeurs. Oui, c'est on veut que le sondeur nous donne toutes les informations possibles et imaginables et c'est vrai que c'est incroyable de voir ce qu'on arrive à avoir au sondeur. Je crois qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et grâce aux groupes et aux explications que donnent les uns et les autres, il est de plus en plus facile d'identifier les échos en utilisant l'expérience des uns et des autres. Moi, je sais que les premières fois que j'ai utilisé un sondeur, j'ai descendu une caméra et tout le monde pensait que j'essayais de regarder les poissons avec la caméra. Je me fichais pas mal des poissons. Par contre, je voulais savoir, je faisais ça à Charpal et Nossac. Je voulais voir parce que je savais qu'il y avait des souches et je voulais voir à quoi ressemblait une souche sur mon écran quand je passais dessus et que je la voyais à la vidéo. Donc, l'écran vous donne des informations bien réelles. Sur votre Deeper, vous avez des informations bien réelles. Le Chirp a amené vachement plus de discrimination des cibles. Donc, la discrimination des cibles, juste pour reprendre, c'est tout d'un coup, grâce à la technologie, on est capable de séparer les échos. Et donc, la taille des échos qui vont séparer va faire que vous allez reconnaître, au lieu de compter un gros poisson, eh bien, vous avez peut-être 3 petits poissons qui sont côte à côte et qui, sans le Chirp, auraient fait un gros poisson. Donc, le Chirp amène cette finesse. Et après, détecter et savoir reconnaître l'écho, c'est un peu l'expérience. Mais essayez de vous imaginer que, voilà, à partir du moment où vous vous déplacez, qu'un poisson il n'est pas statique, s'il est en activité, il va avoir plutôt tendance à bouger et en fait, vous n'allez pas avoir, ne cherchez pas forcément les bananes super bien formées, mais cherchez plutôt des choses qui sont en mouvement. Des perches invivamment, donc vous aurez une espèce d'écho croisé. Les carpes vivent aussi en banc, mais la forme du corps. Donc essayez de prendre des trucs logiques. Une forme de corps d'un cyprinidé ou d'une brème, c'est quand même quelque chose de haut et de relativement trapu par rapport à la hauteur, quoi. Donc c'est vraiment la forme, elle est remarquable, on va dire. Et vous allez avoir des échos plus ramassés et plus hauts, par exemple. Alors moi, je ne recherche pas la carpe en particulier, mais quand je vois des cyprinidés, d'une manière générale, je vais les reconnaître grâce à des échos bien trapus, mais je ne les cherche pas près du fond. Par contre, quand j'ai un poisson fouilleur près du fond et qui est en activité sur le fond, souvent, je vais voir une espèce d'écho où je pourrais me dire « Ah tiens, c'est une branche », mais la traînée de bulles fait que je vois l'activité du poisson qui fouille le fond et qui va générer des bulles. Et la combinaison des deux me fait penser à une carpe. Voilà, par exemple, le genre de choses, peut-être, comment vous devez essayer d'interpréter vos échos aussi, c'est de vous faire les scénarios petit à petit. Et si vous attrapez le poisson, vous allez confirmer ou pas ce scénario. C'est ça. 2 autres questions. Jean-Pierre qui demande quelle application utiliser avec le Deeper, Deeper Smart Sonar ou Fish Deeper. Est-ce que vous savez la réponse à ça? Moi, écoute, j'ai changé de téléphone il n'y a pas longtemps, j'ai installé Fish Deeper et j'ai réinstallé d'autres et ça me va très bien. Fish Deeper, ouais. Enfin, moi, je suis pas, j'ai changé de téléphone entre temps, je sais pas quand c'est que vous avez fait la release de la dernière version, mais en tout cas, j'ai vu par rapport à la fermeture là, j'ai pas pêché en flotte depuis l'an dernier et quand j'ai repris le flotte cette année, que j'ai ressorti le Deeper et en plus que j'ai réinstallé la nouvelle appli, j'ai pris une petite claque. Je me suis dit tiens, ça a bossé chez Deeper. C'est pas pareil là. Là vraiment on est sur un autre truc, quoi. J'ai une dernière question de Corentin. On va essayer de faire rapide parce que le sujet est vague, mais comment interpréter les fonds avec un Deeper? Un pêcheur qui va voir son œuvre pour la première fois, qu'est-ce qu'il doit comprendre par rapport au fond, les couleurs Alors, si je peux répondre par rapport, pour la carpe, en tout cas, pour la carpe,
Nous, comme je le disais, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les fonds. On va pas trop chercher le poisson, on va pas trop chercher de traces de poissons en activité. C'est surtout les fonds qui vont nous intéresser. Donc, plus c'est clair, plus c'est dur, quoi qu'il arrive. De toute façon, la bande de fond, alors suivant la couleur qu'on choisit, elle est orange clair. Et là, on est sur des fonds durs. Et plus on va aller sur le terne, le foncé, et plus on peut interpréter ça comme un fond mou. Faut toujours vérifier avec un plomb pour gratter, pour essayer de voir si les informations sont bonnes. Mais en général, moi, j'ai jamais été déçu de ce que le Dipper m'avait donné comme information. Et tout ce qui va être vert, un peu qui tire vers le vert, vers le jaune, ça va être tout ce qui est organique. Ça peut être des herbiers, ça peut être du limon, ça peut être ces choses-là. Voilà. Moi, c'est ce que je remarque en priorité. Après, tout ce qui est interprétation des arcs et tout ça, j'y prête pas attention. Ça sera plutôt Fred et Tosh qui pourront en parler, je pense. Mais pour le fond, c'est vraiment penser qu'en fait votre écho et donc le Dipper envoie des ondes vers le bas et en fait c'est le retour de ces ondes qui est analysé et la vitesse de retour de ces ondes qui est analysée. Et en fait, plus vous avez un fond mou, effectivement, exactement ce que disait Younes, plus vous aurez des couleurs qui vont tirer vers le clair et plus votre sol sera dur, plus il va renvoyer vite parce que l'écho va pénétrer moins profondément. Et souvent aussi, une bonne indication, c'est la hauteur de la couche de fond qui va varier et qui vous donne aussi une indication de la dureté du fond. Dans les zones de vase, vous pouvez les voir très facilement. Vous pouvez voir facilement. Les zones de dur, quand elles arrivent aussi, ça change. Et donc ça, c'est des détails. Souvent, on nous demande comment détecter ça, mais c'est souvent en fait qu'ils savent pas où regarder. Alors, regardez bien les couleurs, les différences de couleurs du fond, c'est elles qui vous indiquent. Et comme dit Younes, si vous avez un doute, vous prenez une sonde et quand vous voyez un changement de couleur de fond, vous sondez et là, vous ferez votre propre relation entre la couleur et le type de fond. Ça change quelque chose pour un pêcheur qui ne connaît pas, si le fond, s'il est dur ou mou? Oui, ça change parce que déjà sur un fond dur, vous allez avoir un certain type de bouffe, on va dire. Sur un sol mou, tu auras d'autres types. Tu vois, des vers de vase, j'ai envie de te dire, ils grandissent pas sur de la roche. Hein. Par contre, sur des zones de roche ou un peu plus dur, tu vas avoir des écrevisses qui, elles, vont faire des galeries, vont vivre là, etc. Vont se planquer dans les rochers. Donc, c'est un autre type de bouffe. Donc, ça sert quand même pas mal. Et après, je pense que certains poissons aussi, nous, en tout cas, sur les carnassiers, par exemple, je sais que les fonds trop vaseux, c'est pas forcément des bonnes zones à ascendement. Voilà. Et alors que les brochets vont accepter beaucoup plus ces fonds vaseux. S'ils ont le choix, ils peuvent s'en écarter, mais souvent, tu vois, on voit des brochets avec plein de parasites parce qu'ils se posent vraiment au fond, ils se planquent là-dessus. Les cendres et les perches aiment beaucoup plus des fonds durs. Ils vont rechercher plutôt des fonds durs pour se positionner. Il faut pas oublier aussi les zones de transition, des fois entre deux types de fonds qui sont parfois bénéfiques aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours chercher que un type de fond plus qu'un autre. Des fois, le changement des deux fait que tu as des poissons qui vont se poster là, qui vont être opportunistes puisqu'ils vont avoir accès à deux types de. En fait, on appelle ça en biologie, on appelle ça l'effet de lisière. C'est-à-dire que on va dire que c'est deux écosystèmes qui se jouxtent. Ouais. Et à la jonction de ces deux écosystèmes, c'est pas une ligne totalement droite, on va dire, mais c'est deux lignes qui se chevauchent, des vers, tout un tas de micro-organismes, des larves, et de l'autre, un fond qui est pas totalement dur, mais qui va aussi pouvoir accueillir des crustacés ou d'autres choses. Et pareil en termes de plantes et autres. Donc chaque fois, je crois que c'est Gaël qui dit ça, en fait, il faut rechercher les zones de changement. Et ces zones de lisière, que ce soit à terre ou sous l'eau, sont toujours beaucoup plus productives. Et ça, c'est vraiment de la pure biologie de base. Mais
Et nous, pour la carpe, on sait que il y a certains poissons qui sont plutôt fixés sur certaines nourritures. D'ailleurs, par exemple, certaines communes ou certains poissons très orangés, bien souvent, quand on les garde quelques heures en sac de conservation, ce qui est potentiellement interdit suivant les zones où vous pêchez. Il y a des endroits où c'est encore toléré, mais ça devient interdit de plus en plus à cause du trafic de poissons. Mais je veux dire, voilà, quand on garde quelques heures un poisson en sac, bien souvent, on a un aperçu des déjections qu'elle nous relâche dans le sac. Et souvent, les poissons très orangés, on voit que leur nourriture, peut-être à certains moments de l'année ou des fois de façon plus régulière, sont plutôt axés sur les écrevisses. À contrario, on a des poissons qui se nourrissent quasi pas exclusivement, mais qui sont plutôt axés sur le ver de vase, d'autres sur le corbicule. Donc forcément, en pêchant les zones molles qui retiennent certaines nourritures, on risque de tomber sur certains types de poissons. Enfin, ça reste des carpes, mais des carpes qui s'alimentent sur cette nourriture-là de façon préférentielle. C'est comme quand on fait quand on fait plus de poissons à la bouillette et paf, on passe à la graine et là on fait des poissons un petit peu différents. Mais c'est bien souvent certains poissons leur préférence alimentaire. Alors je sais pas si c'est une histoire de préférence ou d'habitude, mais ça peut permettre de pêcher les zones dures ou les zones molles, de toucher des poissons entre guillemets qu'on ne ferait pas sur d'autres secteurs en fait. Voilà. Mais merci les gars, on a fini pour aujourd'hui. Merci à toi. J'espère que vous avez trouvé ce contenu intéressant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Deeper sur Facebook, mais également sur YouTube. On a pas mal de vidéos justement sur les interprétations, ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais n'hésitez pas aussi en bas à mettre vos questions, ce que vous avez pensé de ce podcast, les choses que vous avez aimées, ce que vous n'avez pas aimé, et également vos questions auxquelles on pourra répondre soit sur les commentaires ou sur les prochains épisodes du Deepercast. Merci à tous. Merci. Et à la prochaine les gars. Merci. Ciao les amis. Ciao. Ciao.